Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour un épisode qui nous emmène aujourd'hui dans les Balkans, avec sans doute le meilleur spécialiste français de cette région, Jean-Arnaud Derens. Vous pouvez retrouver l'émission sur iTunes, Spotify, YouTube, partout où on écoute des podcasts. Vous pouvez soutenir l'émission par un petit don ou un achat dans la boutique en ligne sur parolehistoire.fr. Je vous donne également rendez-vous un vendredi sur deux sur le fil du collimateur pour le podcast Le fil de l'épée consacré à l'histoire des guerres avec Alexandre Jublin. Tout de suite les Balkans, merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui une nouvelle fois avec Jean-Arnaud Derens, bonjour. Bonjour. Alors, on enregistre cette émission à distance, ça n'a pas été possible d'être tous les deux en studio, mais je pense que ce sera très utile de discuter ensemble, notamment autour des deux livres auxquels vous avez contribué récemment, le livre Les Balkans, Carrefour sous influence en 100 questions aux éditions Talendier avec Laurent Gélin, et puis un livre tout récent et très très intéressant, paru aux éditions de l'ENS dans une collection qui s'appelle Odyssée Ville Portrait, qui est une collection un peu de géographie sensible avec des textes sur des voyages, des villes, avec un illustrateur qui fait un trait d'union entre les villes, un livre collectif que vous avez donc dirigé avec Benoît Goffin, ça s'appelle Balkans tout simplement, mais en fait c'est Balkans en 10 villes, puisqu'on part de Vienne pour arriver à Binac, en passant par Belgrade, Pristina, Skopje, Tirana, Zagreb, voilà, un parcours personnel, géographique, sensible, historique aussi, forcément, parfois littéraire dans les Balkans, c'est deux livres très très intéressants, et du coup c'était bien pour nous de faire le point sur les Balkans au regard de l'histoire et pas seulement, puisque on enregistre cette émission quelques jours avant le début des playoffs NBA. Et il faut savoir que les 3 meilleurs joueurs de basket au monde actuellement sont balkaniques, puisqu'il y a un Serbe, Nikola Jokic, un Slovène, Luka Doncic, et même un Grec d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo. Donc du coup les Balkans, c'est voilà, une réalité à questionner, et d'ailleurs cette dernière identité d'un Grec d'origine nigériane nous amène à les questionner. Alors un des points en préparant cette émission dont on a discuté, c'est le fait de dénaturaliser l'appellation Balkans. Et peut-être qu'on peut commencer par là, parce que les Balkans, ça paraît aller de soi pour tout le monde, et la poudrière balkanique, c'est un des lieux communs de l'histoire, et pourtant, le mot lui-même et ce qu'il désigne est une construction historique, historiographique, géographique, qui n'est pas si ancienne, finalement. Est-ce que, voilà, peut-être pour commencer, on peut évoquer cette question. Tout à fait. Alors le mot de Balkan en fait a effectivement une histoire. Au départ, c'est l'appellation que les Turcs ont donnée à une montagne qui est aujourd'hui partagée entre la Bulgarie et la Serbie, et que les Bulgares et les Serbes, eux, appellent la vieille montagne, Stara Planina. Et cette montagne, ce massif, les Turcs l'ont appelé Balkan. Et c'est un géographe allemand au début du 19e siècle, Auguste Zeun, qui le premier a utilisé ce terme de Balkan pour désigner un espace beaucoup plus vaste, ce qui correspond à peu près à ce que l'on associe aujourd'hui aux Balkans. Mais le problème, il y a deux problèmes, disons. C'est que d'une part, Zeun n'a jamais précisé les limites de cet espace. Et la question des limites des Balkans est toujours une question ouverte. Et puis l'autre dimension, c'est déjà tout simplement comment est-ce qu'on appelait cet espace auparavant. Pour les Occidentaux, c'était la Turquie d'Europe, parce que toutes ces régions ont fait partie, durant plusieurs siècles, de 4 à 6 siècles selon les endroits, de l'Empire ottoman. Donc c'est plus ou moins cette ancienne Turquie d'Europe qui est elle-même allée en se rétractant comme une peau de chagrin tout au long du 19e siècle, qui s'est imposée sous une nouvelle appellation, celle de Balkan. Le problème, c'est que ce terme de Balkan va se généraliser dans l'usage occidental, en même temps qu'une autre expression, celle de balkanisation. Alors là, clairement, on n'est pas du tout dans le vocabulaire de la géographie descriptive, encore moins de la géographie physique. On est dans le domaine des sciences politiques, des représentations idéologiques, puisque balkanisation est un terme qui, d'entrée de jeu, dès les années 1870-1880, quand il commence à se répandre dans l'usage commun occidental, est un terme connoté péjorativement, négativement. Et du coup, les Balkans, théâtre, objet naturel de la balkanisation, seraient caractérisés par des processus d'éclatement, de morcellement, de division, par une diversité de langues, de cultures, de peuples, de religions, mais une diversité négative et inquiétante. Les Balkans sont une mauvaise Macédoine.
si vous me passez l'expression. Je rappelle pour le coup que la macédoine que l'on mange en France, de légumes ou de fruits, c'est pas un plat des Balkans. C'est au contraire, on a utilisé cette image des Balkans pour coller ça à un mélange de plusieurs éléments qui ne vont pas forcément toujours très bien entre eux. C'est comme cela que les Balkans s'imposent dans l'imaginaire occidental. Donc les Balkans, c'est bien sûr une construction de cet imaginaire occidental. Là, il y a les travaux très très importants d'une historienne bulgare, Maria Todorova, qui a un petit peu suivi le filon ouvert par le grand intellectuel palestinien Edouard Saïd sur l'orientalisme, en essayant de définir ce que pourrait être un balkanisme. Alors là, la position des Balkans est un peu particulière. En fait, entre les Balkans et l'Occident, c'est l'histoire d'une relation d'amour manquée, une sorte de lapin historiographique. Parce que quand les Occidentaux ont commencé à fréquenter des Balkans, eh bien, c'est dans le cadre du Grand Tour. C'était ces jeunes de bonne famille qui allaient découvrir les antiquités classiques et la Grèce. Éventuellement, les Philhellènes qui allaient se battre pour la cause grecque au début du XXe siècle et qui, au lieu de tomber sur une terre marquée par le souvenir des héros de l'Antiquité, voyaient des pays de culture très orientale, avec des popes orthodoxes et la soutane sale et graisseuse. Bref, on était très très loin d'Achille, de Patrocle ou des héros de l'Antiquité. Donc il y a une sorte de déception des Balkans. Ensuite, les Balkans ont aussi une position particulière parce que les Balkans sont un espace qui a accédé à l'autonomie politique à la fin du XXe siècle et qui n'a pas été conquis par l'Occident. Au moment où l'Occident colonise l'ensemble de la planète, eh bien, il ne va pas coloniser les Balkans, mais avec les Balkans, un autre type de relation de dépendance va se mettre en place, le jeu d'influence. C'est-à-dire que ces petits États qui émergent sur les décombres de l'Empire ottoman cherchent tous la protection d'une des grandes puissances de l'époque. Et ces grandes puissances essaient bien évidemment de jouer leurs alliés. Alors après, on dit parfois de jouer leurs pions, il faut être très très prudent parce que parfois les petits pions sont capables d'entraîner les grands protecteurs là où ils ne voulaient pas forcément aller. Le jeu est un jeu beaucoup plus complexe qu'il ne faut surtout pas caricaturer. Mais cette mécanique d'une protection de grandes puissances par rapport à ces petits États balkaniques, c'est bien évidemment ce qui a joué le rôle que l'on sait dans l'enchaînement de guerriers au début du XXe siècle. Mais de ce point de vue-là, la situation en notre début de XXIe siècle n'est pas bien différente. Les grandes puissances, les protecteurs des pays des Balkans ont un petit peu changé, mais pas tant que cela. Bon, il y a toujours bien évidemment la Turquie qui reste un acteur ou qui est redevenu un acteur important dans les Balkans. Il y a la Russie. On avait tendance à dire qu'il y a l'Union européenne, même si celle-ci en réalité est de moins en moins unie quand il s'agit des Balkans. Il y a les États-Unis, puis il y a d'autres acteurs nouveaux comme la Chine, par exemple. Mais la logique, par contre, elle, pour le coup, est la même. Si je peux encore ajouter un tout petit mot, j'ai dit quelque chose qui est globalement vrai, mais qui admet bien sûr un contre-exemple, c'est l'idée que les Balkans n'auraient pas été colonisés par l'Occident. Il y a une seule exception qui est la Bosnie-Herzégovine, qui a été placée sous mandat austro-hongrois en 1978, puis colonisée, enfin annexée par l'Autriche-Hongrie. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de constater comment, à propos de la Bosnie-Herzégovine, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, s'est développé un discours civilisateur exactement comparable à celui qui avait cours à propos des colonies françaises ou britanniques dans d'autres espaces. Il s'agissait de faire accéder ces populations arriérées, archaïques, ces indigènes des Balkans, à la modernité qui était forcément occidentale. Du coup, ça pose encore une autre question. Quid des États qui ne sont pas passés par le stade de la colonisation occidentale? Et c'est là où Maria Todorova dit, ben voilà, finalement, ils sont restés au milieu du gué. C'est comme si les pays des Balkans étaient restés une sorte d'Occident bancroche, qui essaie d'imiter l'Occident, mais qui n'y arrive pas tout à fait, qui se prend régulièrement les pieds dans le tapis. Et cette vision-là, de pays des Balkans qu'il faudrait toujours épauler parce qu'ils sont pas capables de marcher tout seuls, je pense c'est fondamentalement la vision qui continue à jouer un rôle très important chez les décideurs politiques ou les diplomates encore aujourd'hui. Alors vous avez cité les travaux de Maria Todorova, hein, ça a été traduit en français un peu tardivement en 2011 aux éditions de l'EHESS, Imaginaire des Balkans. Dans un compte-rendu du livre, l'historienne Nadège Ragarou, dont les travaux sur la Bulgarie sont extrêmement intéressants, évoque une idée que cet imaginaire des Balkans, il est à la fois englobant,
Balkans, mais chaque État et chaque lieu n'a pas la même balkanéité. Elle évoque l'idée de gradient de balkanéité, en disant qu'il y a des endroits qui sont plus périphériques et des endroits au contraire qui semblent être au cœur des Balkans, avec une dimension sur laquelle je voulais vous interroger, c'est que, vous l'avez dit, c'est un géographe allemand, c'est beaucoup une construction de voyageurs, diplomates occidentaux, mais il y a aussi un moment où c'est réapproprié par les acteurs eux-mêmes, qui deviennent fiers d'avoir une identité balkanique, qui vont même la réifier et dire nous dans les Balkans c'est comme ça qu'on fait, autour de certaines pratiques, y compris voilà, alimentaires ou physiques, vestimentaires, corporelles, etc. etc. Autrement dit, c'est pas seulement une chose exogène, c'est aussi quelque chose qui va être réapproprié, construit de l'intérieur. Alors, il y a plusieurs aspects dans votre remarque. Tout d'abord, bon, si on essayait de définir en positif ce qui serait une balkanité commune à ces pays, on arrive sur quoi? On en arrive sur le legs ottoman. Pour prendre un exemple très simple, dans toutes les langues des Balkans, les langues slaves comme le bulgare, le serbo-croate, ou les langues latines comme le roumain, l'albanais, le grec, qui sont des langues différentes, vous avez un certain stock de mots communs. Ces mots communs sont des mots d'origine turque. Et qu'est-ce qu'ils désignent? Le vocabulaire de l'habillement, de la nourriture, de la maison. Bref, la culture matérielle, parce que cette culture matérielle a été, durant des siècles, une culture ottomane. Il y a donc, bien évidemment, de ce point de vue-là, un stock commun, disons, de références, de pratiques, d'habitudes qui sont communes parce qu'elles sont marquées par le poids du passé ottoman. Ensuite, le gradient de balkanité est quelque chose de beaucoup plus complexe à définir. Je vais vous raconter deux anecdotes. Vous allez à Trieste, dans l'est de l'Italie, euh, une ville qui compte toujours une importante minorité slovène et qui est la porte, effectivement, ou en tout cas la fenêtre des Balkans vers l'est, de l'Italie vers l'est, vers les Balkans. Et à Trieste, les gens sont très fiers de dire que leur ville est la porte des Balkans. Le problème, c'est que vous passez cette porte, vous arrivez en Slovénie. Et là, les Slovènes vont vous dire, ah non, non, les Balkans, c'est pas nous du tout. Allez éventuellement voir à l'ouest chez les Croates. Et ces mêmes Croates vont d'ailleurs vous dire, non, non, les Balkans, c'est pas nous. Allez voir encore plus à l'est du côté des Bosniens, des Monténégrins, des Serbes. Donc cette histoire est un peu casse-gueule. Il faut imaginer qu'à Trieste, vous avez une porte des Balkans, mais qui s'ouvre sur rien, sur le vide. C'est un coup à se casser la figure. Et puis de l'autre côté, il y a quelques années, enfin il y a une dizaine d'années déjà, j'étais à Tiraspol, la capitale du petit confetti sécessionniste russe autoproclamé de Transnistrie. Et là, j'étais avec le ministre des Affaires étrangères au Soviet suprême de Tiraspol. On est venu à parler des Balkans. Et aussitôt, ce brave homme s'est indigné. Ah non, non, les Balkans, c'est pas nous. Allez voir à l'est, allez voir à l'ouest, allez voir du côté des Roumains. Chez nous, ici, monsieur, c'est la Russie. Tout n'est qu'ordre, travail, propreté et discipline. Les Balkans, c'est le chaos, c'est la pagaille, ça sent l'ail, c'est les Roumains. Donc voilà, c'est comme si toujours on se renvoyait la balle. Les Balkans, c'est pas nous, c'est les autres. Alors, tout dernier point dans votre question, il y a par contre, oui, la possibilité d'une intériorisation des stéréotypes balkaniques euh, qui servent souvent dans le discours des politiciens de la région à justifier leurs propres errements, leurs propres manquements. Ça consiste par exemple à dire ah bah oui bien sûr on est corrompu mais qu'est-ce que vous voulez ici c'est pas l'Europe c'est les Balkans donc en gros on n'y peut rien. Il y a une intériorisation de ces clichés négatifs qui permet de s'auto-justifier à bon prix. Alors ces Balkans qui, à force d'être inventés, ont fini par devenir réels par certains côtés. J'ai pas rappelé en introduction que vous les étudiez depuis longtemps. Vous êtes le fondateur et l'un des principaux animateurs du site journalistique Le Courrier des Balkans. Du coup, comment vous êtes tombé dans les Balkans? Est-ce que c'est par la langue? Est-ce que c'est par les voyages? Est-ce que c'est par la littérature, par l'histoire? Quel est votre propre degré de balkanité, en particulier à travers les langues? Parce que je sais pas s'il y a des gens qui parlent et maîtrise toutes les langues de la région, mais il en faut au moins quelques-unes, j'imagine, pour animer le courrier des Balkans. Donc du coup, comment ça s'est construit pour vous? Alors c'est effectivement une histoire de voyage. J'ai découvert ce qui était encore la Yougoslavie avant son éclatement à l'été 87. J'avais 19 ans à l'époque. J'étais étudiant en histoire, enfin en doc, je pense tout simplement à l'époque. Oui. Euh, alors, il se trouvait que j'avais fait du russe et que j'avais à l'époque au lycée, j'avais à l'époque un assez bon niveau de russe. Et j'ai constaté que le serbo-croate était une langue
compréhensible au prix d'un petit effort, si vous voulez, comme les langues romanes vont être compréhensibles entre elles, les langues slaves le sont. Elles ne sont pas similaires, il y a des différences, mais si vous en maîtrisez une, c'est une porte d'accès à d'autres langues slaves. Donc tout a commencé comme ça. Ensuite, j'ai continué mes études d'histoire, j'ai l'histoire médiévale de l'Occident, donc il n'avait rien à voir avec les Balkans, c'était un petit peu schizophrène comme situation. J'ai commencé une thèse que j'ai jamais terminée, je peux l'avouer, et d'autant que dans le même temps, la guerre avait commencé dans les Balkans. La guerre avait commencé et j'ai passé l'agrégation d'histoire en juillet, c'est forcément au mois de juillet, en 93, à un moment où la guerre était particulièrement terrible en Bosnie-Herzégovine. J'y avais beaucoup d'amis. Enfin, j'étais dans une sorte, là, même en préparant le concours, un petit peu parfois de dédoublement un peu compliqué à gérer. Après, j'ai enseigné un petit peu et puis j'ai décidé assez vite de virer ma cutie en profitant de la possibilité de me mettre en disponibilité de l'éducation nationale pour m'installer dans les Balkans. Et là, m'installant dans les Balkans, la seule manière de vivre dans les Balkans et qui m'est apparue, c'est de faire du journalisme. Et donc, ça a été à la fois des collaborations avec différents médias, et puis la création du Courrier des Balkans, bon, qui pour le coup est un site internet à la longue histoire. On a fêté ses 25 ans à l'automne, puisqu'il a été on l'a créé en novembre 98, ce qui en fait à l'aune des temps internet un site préhistorique, même si on a bien sûr, comme les diplodocus, on a quand même connu quelques mutations depuis 1998. Mais voilà. Donc après, moi, je me suis installé, le pays où je me suis installé, c'est le Monténégro. Euh, pour le coup, je sors aussi là. Enfin, j'ai sorti il y a quelques mois un petit livre sur le Monténégro aux éditions Nevicata. Le Monténégro, qui est mon pays de cœur, je peux le reconnaître dans la région. Euh, le Monténégro, si vous voulez, c'est une Corse qui aurait oublié d'être insulaire. C'est des montagnes qui tombent dans la mer et une société qui est une société clanique, mais une société traditionnelle comme toutes les sociétés de montagne du pourtour méditerranéen. De ce point de vue-là, pour comprendre le Monténégro, si on connaît la Corse ou la Sardaigne, ou les Aurès ou le Mont Liban, on n'est pas très loin de la vérité. On est sur ces mêmes logiques sociales. Euh, sur la question des langues, moi, j'ai appris ce que l'on appelait le serbo-croate et je l'ai appris pour le coup dans sa variante monténégrine. Donc, je peux dire que la langue que je maîtrise le mieux est le monténégrin. Après, c'est très pratique cette histoire parce que sur mon CV, je marque que je parle 4 langues par ordre alphabétique: le bosnien, le croate, le monténégrin et le serbe. C'est un peu comme si vous décriviez que vous parlez le français, le suisse romand et le belge non flamand, ou que vous parliez l'anglais, l'américain, l'australien et le néo-zélandais. Donc c'est comment dire, c'est une question importante, la question linguistique, parce que les nationalistes, depuis 30 ans, essayent de séparer, de différencier ces langues. Alors, il ne s'agit pas de nier le droit des locuteurs à dire qu'ils parlent le monténégrin ou le croate ou le bosnien, ça c'est très important, il faut le respecter, mais cette diversité qui est réelle n'empêche pas le fait que pour tous les linguistes, c'est d'un point de vue structurel, de la syntaxe, de la morphologie, une langue commune qui est, alors, qu'on appelait le serbo-croate. Maintenant, il y a eu il y a quelques années à Sarajevo l'adoption par beaucoup d'écrivains, d'intellectuels de la région, d'un manifeste pour une langue commune, en reconnaissant que c'est une langue commune polycentrée, un petit peu sur le modèle de l'anglais. Voilà, donc moi, disons que voilà, je maîtrise la langue commune polycentrée, c'est assez chic de dire ça. Je ne sais pas si on peut le faire figurer sur un CV. Pour le reste, sinon, je me débrouille, je comprends bien sûr le macédonien parce que j'ai vécu aussi quelques temps à Skopje, et puis comment dire, j'ai un niveau trop faible, mais pas totalement nul d'albanais, voilà. Alors c'est intéressant cette question de la langue, peut-être qu'on peut rappeler un moment historique tout à fait singulier, c'est la naissance, on va dire officielle, du serbo-croate en 1850 par un accord entre linguistes, au moment où se construisent les nations européennes, mais du coup aussi au moment où dans les Balkans la question nationale est de plus en plus prégnante, elle est depuis le début du 19e siècle avec les révoltes contre les Ottomans, et du coup construire la langue et avoir une langue commune c'est aussi un outil politique de construction de soi, de construction identitaire, mais
paradoxalement à l'époque plutôt unitaire, avec l'idée qu'on va unir la langue des Serbes et des Croates, lui donner une dignité de langue écrite alors que c'était plutôt une langue paysanne, comme outil politique d'une construction nationale future. Alors tout à fait, il y a, et ça c'est le grand débat qui va agiter tous les intellectuels de cet espace pré-yougoslave, j'ai envie de dire, qui est est-ce que nous sommes un seul peuple pratiquant plusieurs religions ou est-ce que nous sommes des peuples différents? Alors le terme de Yougoslavie, Yougoslavia, ça veut dire la Slavie du Sud, le pays des Slaves du Sud, ce qui est juste une description géographique tout à fait incontestable. L'idée yougoslave, elle a d'abord été conceptualisée, il faut le rappeler, par des intellectuels croates, euh, qui ont été ceux qui ont le plus, dans les années 1870-1880, ceux qui ont été vraiment les gens comme Ljudevit Gaj, même un petit peu avant d'ailleurs pour le coup, ont été vraiment ceux qui ont mis en avant l'idée, même s'il y a des catholiques, des orthodoxes et des musulmans, nous formons un seul peuple. L'idée que un peuple doit forcément être monoconfessionnel n'était pas une idée évidente, même si pour le coup, ce lien entre identité nationale et appartenance confessionnelle avait aussi une longue histoire qui renvoie fondamentalement aux structures de l'Empire ottoman qui ne reconnaissaient pas de catégorie nationale, mais qui classaient les populations en fonction de leur religion, en distinguant les musulmans et puis les différentes communautés protégées, les millettes, juifs, chrétiens ou autres, enfin orthodoxes, arméniens, tout ce que vous voulez, qui vivaient dans l'Empire. Donc il y avait, comment dire, des éléments contradictoires qui étaient présents. Il y avait un stock de références, d'outils de possibles constructions identitaires, une boîte à outils qui pouvait donner plusieurs résultats. Et c'est un petit peu ça. Alors l'idée que la langue sera commune, elle a été portée par quelques linguistes, quelques intellectuels, notamment celui qu'on considère volontiers comme le père de la langue, c'est Vuk Stefanović Karadžić, qui était lui-même de confession orthodoxe, originaire d'Herzégovine, et c'est vrai pour le coup que, comment dire, si on dit que l'italien, voilà, est né sur les bords de l'Arno, en Toscane, ce qui correspondrait un petit peu à ça, l'idée de l'endroit où l'on parlerait une langue historiquement pure, cela pourrait être l'Herzégovine et le Monténégro. Le grand poète du 19e siècle, c'est bien sûr du Njegoš, Petar Ier Petrović Njegoš, qui était prince-évêque et poète du Monténégro, qui est un petit peu comme on dit la langue de Dante ou la langue de Shakespeare, on peut dire la langue du Njegoš. Cette diversité linguistique, pour le coup, qui a été reconnue dès le départ, puisque l'alphabet, et ça c'est une décision très importante du Congrès de Vienne en 1850, c'est de pouvoir écrire la langue avec deux alphabets. L'alphabet latin, l'alphabet cyrillique, qui sont des alphabets qui coïncident exactement. Donc il y a du côté de l'alphabet latin ce qu'on appelle des signes diacritiques, les petits accents un peu bizarres qu'on met sur quelques lettres, et puis l'alphabet cyrillique n'est pas tout à fait le même que le cyrillique bulgare ou le cyrillique russe, de manière à ce que ces deux alphabets coïncident de manière exacte. En Bosnie-Herzégovine, dans toute la Yougoslavie en réalité, mais surtout en Bosnie-Herzégovine, jusqu'à l'éclatement, il était d'usage que les élèves dans les écoles rendent un jour un devoir écrit en latin, l'autre jour en cyrillique, enfin en alphabet latin, en alphabet cyrillique. À Sarajevo, le quotidien Slobodjeni, jusqu'au début de la guerre, paraissait avec une page en alphabet latin, une page en alphabet cyrillique. Il a une alternée un jour latin, un jour cyrillique, donc la deux, enfin ça tournait. Voilà. Donc cette diversité qui était reconnue, tout comme différentes variantes, différentes possibilités d'évolution de certaines lettres. C'est donc dès le départ une langue polycentrique. Sur l'alphabet, on a retenu deux normes, deux alphabets, l'alphabet latin, l'alphabet cyrillique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi, notamment à Sarajevo, des écritures du serbo-croate avec d'autres alphabets, avec l'alphabet arabe, bien évidemment, puisqu'on est dans un pays de tradition majoritairement musulmane, donc des gens n'avaient été alphabétisés que par le biais du Coran et donc de l'alphabet arabe. Moi, j'ai connu encore au début de la guerre, à la fin du siècle dernier, des gens dont, je pense à une amie notamment, dont la grand-mère était officiellement considérée comme un alphabète parce qu'elle ne savait écrire le serbo-croate qu'avec l'alphabet arabe. On est donc sur une histoire qui n'est pas si ancienne que cela, qui se compte à l'échelle de 3 ou 4 générations. Il y a eu aussi des écritures, pour le coup, de cette langue avec l'alphabet hébraïque, puisqu'il y avait une forte communauté séfarade, ladino, à Sarajevo, qui parlait bien évidemment le ladino, cette forme de vieux castillan, mais qui maîtrisait également la langue vernaculaire, ce qui est devenu le serbo-croate. La diversité de la langue n'est pas non plus, et c'est important,
n'est pas non plus tout à fait une diversité nationale. On a tendance aujourd'hui à vouloir imaginer des blocs, comment dire, il y a une vision portée par les nationalistes qui est que le serbo-croate aurait été une langue artificielle et qu'à la place de cela, on aurait des blocs linguistico-nationaux, rationnels, sains, logiques, le croate, le monténégrin, le serbe, etc., etc. Il n'en est rien. La langue qui a le plus de diversité interne, c'est le croate, avec plusieurs manières, plusieurs types d'évolution très différents selon les régions. Vous avez sur un mode d'évolution important, on distingue la variante Kakavski et la variante Yekavski, donc la variante mouillée ou sèche de la langue. Vous avez une troisième variante qui n'est officiellement pas reconnue, qui est la variante du littoral dalmate et des îles, où on est Ikavski. Voilà, donc tout ça pour dire que cette diversité, elle est structurelle et elle échappe en réalité à un compartimentage national trop strict, même si bien évidemment les nationalistes font de la langue un combat. En Croatie, depuis l'indépendance, ça a été l'invention du pur croate, avec des côtés parfois rigolos. Si vous voulez, le croate a une tendance à inventer des mots, des calques, ce qu'on appelle des calques linguistiques. Le serbe va prendre volontiers des mots étrangers. Euh, Téléphone, et bon, on a dit ça téléphone en serbe, tout simplement. L'aéroport, c'est aérodrome. La tendance croate sera plutôt de fabriquer des calques linguistiques, donc d'essayer de traduire. Il y a d'autres langues qui fonctionnent comme ça, c'est le cas du breton également, par exemple. Dans certains cas, ça a marché, ça a pris en croate, par exemple, un aéroport, on dira plutôt en croate, et c'est rentré dans les mœurs, c'est un port aérien, Zračna luka. D'autres de ces néologismes n'ont jamais pris parce qu'ils étaient juste complètement, comment dire, alambiqué et ne pouvait pas prendre. Il y a tous les ans un concours du meilleur mot croate pour celui de l'invention du meilleur néologisme. Mais de l'autre côté, côté serbe, il y a une bataille identitaire nationaliste et une bataille non seulement rétrograde, mais en plus perdue d'avance autour de la défense du cyrillique, qui serait un marqueur de l'identité nationale serbe. C'est perdu d'avance parce que sur Internet, le cyrillique n'est pas aujourd'hui dominant. Alors, il s'agit surtout pas, comment dire, il s'agit surtout pas de donner à la graphie de la langue des significations qu'elles n'ont pas. Écrire en alphabet latin n'est pas être plus moderne ou plus occidental qu'écrire en cyrillique. Mais à l'inverse, défendre le cyrillique n'est pas défendre une quelconque identité porteur de valeurs spécifiques. La langue, c'est un outil. Une question pour prolonger un petit peu sur ces usages nationalistes des langues. On sait que lorsque les nations se construisent par tout un travail, notamment d'intellectuels, d'élites cultivées pour chercher des racines loin dans le passé, principalement au XIXe siècle, un des enjeux, c'est de prouver que la nation est très ancienne et du coup de trouver les premiers textes. Et donc je me demandais si entre les Serbes et les Croates, par exemple, il y a une compétition historique avec beaucoup de guillemets pour dire le premier texte, c'est un texte en serbe, c'est une chronique du XIVe siècle, ou non, c'est un texte croate du XIIe, etc. Jusqu'à quand on remonte pour documenter? Est-ce que cette documentation, elle a des usages nationalistes? Alors, bien évidemment, sauf que là, les Serbes et les Croates sont un peu disqualifiés dès le départ. Le mythe de l'autochtonie qui est extrêmement présent dans les Balkans. Alors là, disons, la bataille de l'autochtonie, a priori, est remportée de longue date par les Albanais, puisque le fait est que tous les Slaves sont arrivés dans les Balkans au 6e, 7e siècle. Et les Albanais disent au contraire, nous sommes un peuple autochtone qui a toujours été là. Alors c'est évident que les Albanais sont pas arrivés d'ailleurs, de la planète Mars ou de je ne sais pas où. Il y a une ethnogénèse progressive et des proto-albanaises ont évolué pour donner les Albanais actuels. Ça, c'est tout à fait incontestable, mais du coup, cet argument d'autochtonie est le grand argument opposé par les Albanais, disqualifiant tous les autres, tous les Slaves qui sont forcément des nouveaux venus. Pour le coup, dans la construction nationaliste albanaise, on dit même que la langue albanaise serait une des plus vieilles langues du monde. On a fait des comparaisons avec tout ce que vous voulez, notamment une qui a eu pas mal de succès. C'était avec surtout bien sûr avec les Illyriens, enfin également avec d'autres, je pensais aux Étrusques, mais surtout avec les Illyriens. Alors les Illyriens qui sont des peuples antiques, présents dans les Balkans, l'idée que tous les Balkaniques actuels aient quelques gouttes de sang illyrien dans leurs veines est incontestable. Pour les Albanais, c'est de prétendre qu'ils seraient, eux, les héritiers directs et exclusifs de ces Illyriens de l'Antiquité. C'est là où le bas blesse. Qu'ils soient des héritiers comme les autres des Illyriens, oui, mais qu'ils soient les héritiers uniques, non, il n'y a rien qui puisse le prouver. Et l'argument linguistique est invoqué, sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne peut pas déchiffrer la langue illyrienne. Donc on peut dire, mais ce qu'on ne peut pas la déchiffrer, c'est de l'albanais ancien. Enfin, c'est un argument non scientifique.
soviétique. Après, entre Serbes et Croates, il y a la bataille très importante du troisième venu, les Bosniaques, qui essayent de se faire une place au soleil. Alors, d'autant que l'ethnogénèse euh, des Bosniaques est assez simple, ce sont tout simplement des Slaves qui se sont convertis à l'islam à partir du XVIe siècle, et c'est devenu, au-delà de la croyance, c'est devenu un trait civilisationnel, disons. Mais il y a eu un double travail de réélaboration de cette identité bosniaque qui réunit à la fois les entrepreneurs du nationalisme austro-hongrois et les communistes yougoslaves. Je m'explique. Quand l'Autriche-Hongrie obtient ce mandat sur la Bosnie-Herzégovine, il faut essayer de distinguer, de dissocier la Bosnie des prétentions nationalistes croates et surtout serbes. Pour cela, on va mettre en avant une identité bosniaque. On parle du bosniaštvo, qui est notamment porté par l'administrateur impérial Benjamin van Kalaï. C'est le moment où est créé le musée national de Bosnie-Herzégovine, et il y a d'énormes efforts pour promouvoir une identité bosniaque qui serait préexistante à toutes les définitions nationales. Et même préexistante, c'est là la grande question, préexistante à la conversion à l'islam. Du coup, on met en avant ce que l'on a appelé l'église bosniaque, qui était une forme de pratique hérétique attestée en Bosnie-Herzégovine au Moyen-Âge. Dans certaines reconstructions, cette église bosniaque aurait été une réalité très structurée et aurait été une étape sur le chemin reliant les Bogomiles au Qatar du Lauragais. Bon, bien évidemment, c'est une théorie qui tient pas tout à fait la route, enfin, qui a été mise en pièces de tous côtés par les historiens aujourd'hui, mais ça permettait d'affirmer une irréductible spécificité des Bosniaques. Et cette théorie a bien évidemment été reprise par les historiens communistes, puisque face aux religions, jamais tellement, comment dire, à la mode sous un régime communiste, eh bien voilà, les Bosniaques étaient des hérétiques et d'éternels résistants. Donc en somme, étaient les ancêtres des partisans yougoslaves, des partisans communistes. Donc cette théorie des Bosniaques hérétiques résistants est une théorie qui marchait très bien à l'époque yougoslave, qui aujourd'hui est toujours, comment dire, a été un petit peu mise en veilleuse, mais qui est toujours malgré tout utilisée dans le discours nationaliste bosniaque, même si celui-ci est plus centré aujourd'hui tout de même sur la référence islamique. Alors on le voit en vous écoutant, c'est assez fascinant parce qu'on est dans une région du monde où l'histoire est une sorte de gigantesque coffre à jouets, de bric-à-brac, de grenier dans lequel tout le monde peut aller puiser, piocher les éléments qui l'intéressent pour réactiver des conflits ou des identités au présent. C'est un vrai un petit peu partout, mais disons que là, il y a cette diversité très bigarrée qui fait que on peut s'approprier plein de choses et dire bah voilà tel effectivement groupe médiéval, c'est des partisans avant l'heure, etc. Alors dans ce bric-à-brac, comme on a parlé des Illyriens, je voulais vous poser une question qui est assez intéressante, c'est que il y a des controverses dans la région autour de la référence antique, et en particulier de la référence à Alexandre le Grand, puisqu'il y a un État qui s'appelle aujourd'hui la Macédoine du Nord, mais cette appellation n'a pas été simple, parce que ce passé antique, alors qu'il est évidemment vieux de 2400 ans, ce passé antique pèse en partie sur la région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel problème géopolitique a pu poser Alexandre le Grand à cette région des Balkans? Tout ça, c'est la faute des Bulgares. Comme toujours, non, je plaisante. Non, le problème de fond, c'est la rivalité historique entre les différents nationalismes de la région qui ont tous voulu, prétendu que la Macédoine leur appartenait. Alors, la Macédoine, c'est quoi? C'est une région des Balkans à peu près identifiée, très large, aujourd'hui partagée entre l'actuelle République de Macédoine du Nord, la Macédoine grecque, et puis ce qu'on appelle la Macédoine du Pirée en Bulgarie, avec des petits bouts même qui dépassent de la région historique qui dépasse en Albanie. Euh, cette région était revendiquée par les trois nationalismes, Belgrade, Bucarest et Athènes, au début du XXe siècle. C'est ce qui a motivé la première et la seconde guerre balkanique 1912-1913. Après, vous avez le partage de la Macédoine avec justement 40% confiés à la Serbie, ce qui deviendra ensuite Yougoslave, et puis finalement ce qui deviendra la République de Macédoine du Nord, et puis les autres morceaux donnés 10% à la Bulgarie, 50% à la Grèce. D'un point de vue territorial, les choses n'ont pas beaucoup bougé depuis. Mais après, une autre bataille se mène qui consiste à savoir à définir la nationalité des gens qui vivent sur ce territoire. Alors, quand vous avez des gens de langue grecque, voilà, vous allez dire, ce sont des Macédoniens grecs. Bon, même ça, c'est pas si simple. Moi, je connais, même de manière personnelle, des familles dont le nom a évolué sur 3 ou 4 générations, dont le même nom
a pu être donné sous une forme bulgare, une forme grecque, une forme serbe, et puis actuellement une forme macédonienne. Et c'est la même famille. Donc, quelle est l'origine de la famille? Est-ce qu'ils sont vraiment grecs? Est-ce qu'ils sont plutôt bulgares ou plutôt serbes? Dieu seul le sait. Enfin, je veux dire, la question n'a pas de sens. S'ils sont grecs, c'est devenu des Grecs orthodoxes qui ont plus grand chose à voir avec le polythéisme d'Alexandre et de ses compagnons. Tout le monde étant orthodoxe a priori, bon, sauf les Albanais qui étaient aussi présents dans la région, qui eux sont plutôt, en l'occurrence, musulmans en Macédoine. Donc, on va écarter, disons, les Albanais, les Turcs, les Roms, qui sont nombreux, les Grecs, qui eux parlent aujourd'hui et ont une construction nationale assez clairement définie. Par contre, vous avez les Slaves. Et qui sont ces Slaves? Sont-ils serbes, bulgares ou tout simplement macédoniens? Et là, c'est la grande bataille très sanglante des années, surtout des années 1920. Je pense à ce fameux livre assez drôle d'Albert Londres sur les comitadji, où c'est bien sûr un petit peu toujours bidonné comme Albert Londres. En même temps, le fond est très juste, qui décrit assez précis sur les conflits meurtriers, les règlements de compte entre les factions pro-bulgares et pro-serbes, qui essayaient toutes de déterminer l'identité nationale de ces Macédoniens. Et puis, il y a un troisième courant donc, qui est apparu pour dire, ben non, nous ne sommes ni bulgares ni serbes, nous sommes justement des Macédoniens, au sens ethnique, une ethnicité particulière des Macédoniens. Cette théorie a bien sûr été encouragée par les autorités communistes yougoslaves après 1945, puisqu'il fallait affirmer cette spécificité macédonienne, aussi bien par rapport au nationalisme serbe, qui était mal vu par le régime yougoslave, que par rapport à la Bulgarie, qui avait toujours des prétentions sur ce territoire. Radio Sofia émettait, à l'époque communiste, jusqu'aux années 80-90, émettait des programmes à destination des Bulgares opprimés par la Yougoslavie, à savoir les Macédoniens. On est sur une histoire qui est très forte, très dure jusqu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui en réalité. Pour affirmer l'identité spécifique des Macédoniens, le régime communiste yougoslave a fait, ce qui peut paraître un petit peu surprenant, il a favorisé la création d'une église orthodoxe macédonienne. L'église orthodoxe macédonienne qui est créée en 1967 on reprend en théorie ce qui était le siège métropolitain à l'archevêché d'Ohrid, mais c'est une recréation d'un siège d'une église autocéphale. C'est quand même un cas unique où une église est créée par un pouvoir communiste. Il n'y a pas d'autres exemples. Mais l'idée était de favoriser l'identité nationale spécifique des Macédoniens, et ça allait de pair avec des travaux, par exemple, de codification de la langue macédonienne pour la différencier tant du serbe que du bulgare. Quand la Macédoine accède à l'indépendance, ça se passe dans un contexte difficile où certains courants nationalistes macédoniens ont conservé le rêve, le mythe romantique d'une unification nationale macédonienne. Le parti conservateur macédonien, membre du Parti populaire européen, qui risque de revenir au pouvoir d'ailleurs aux prochaines élections, qui a été au pouvoir longtemps au cours des 30 dernières années, porte le nom de Vömero Döpömene. C'est un peu compliqué. Ça veut dire Organisation révolutionnaire intérieure de Macédoine, qui est le mouvement anti-ottoman patriotique créé au début du XXe siècle, et DPMNE, ça veut dire Mouvement démocratique d'unification nationale macédonienne. Vömero Döpömene. Bon, ce qui montre bien comment cette histoire est toujours présente encore aujourd'hui. Et en 1990-91, de manière romantique, il n'y avait pas de revendication concrète, mais cette idée d'une unification nationale est réapparue, suscitant immédiatement un vent de panique tant en Bulgarie qu'en Grèce. Donc ça a été l'embargo de la Grèce, l'embargo unilatéral de la Grèce contre la Macédoine, la question du nom, puisque Athènes s'est opposée à ce que le nom de Macédoine soit porté par un État indépendant, en disant que le terme de Macédoine appartenait de manière exclusive au patrimoine hellénique. Je rappelle pour le coup un des multiples aspects de cette histoire qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans les territoires de la Macédoine grecque vivaient également des centaines de milliers de personnes de langue slave qui ont été expulsées tant après les guerres balkaniques de 1912-1913 qu'après la Seconde Guerre mondiale et surtout après la guerre civile grecque où on a dit tous ceux qui parlent slave sont des communistes. Et donc on a expulsé tout le monde après 48-49, surtout vers la Yougoslavie. Et aujourd'hui encore, il y a bien sûr des locuteurs de slave en Macédoine, en Grèce, mais très peu, et c'est très très mal vu, c'était pas reconnu. La Grèce est un des États qui ne reconnaît pas, membre du Conseil de l'Europe, qui ne reconnaît pas l'existence de minorités nationales sur son territoire, ni de langue régionale. Du côté bulgare, de la même manière, il fallait, ce nouvel État indépendant, il fallait essayer de s'en poser comme le protecteur. Et donc, par rapport à cela, les Macédoniens ont dû essayer de construire des contre-discours. Alors,
là, il y avait deux narratifs possibles. L'un, c'était le narratif yougoslave. Donc dire que la Macédoine était l'héritière de la Yougoslavie de Tito, de la lutte des partisans, mais ça veut dire qu'elle était l'héritière de la lutte menée par les peuples frères, tous ensemble unis contre les occupants fascistes nazis, pour le coup les occupants italiens, allemands, mais aussi hongrois et bulgares. N'oublions pas que une partie de l'actuelle Macédoine a été occupée par les Bulgares collaborateurs des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Ce narratif-là, qui était très fort jusqu'à l'indépendance, est toujours le narratif auquel fait référence l'Alliance social-démocrate, les postes communistes de Macédoine du Nord. Mais enfin, c'est un narratif qui est un peu plus difficile à mettre en avant du moment que le pays est indépendant, forcément. Le narratif marche moins bien. Et donc, cette droite nationaliste, le Narod de Pomeroy, qui de tradition est pro-bulgare, mais qui a dû se dissocier de cet héritage pro-bulgare, a inventé à partir du milieu des années 2000, enfin à partir du retour au pouvoir de son retour au pouvoir en 2006, a inventé un narratif en disant oui, ok, les Macédoniens, bien sûr, on parle une langue slave, on a été slavisé, oui, on a été slavisé par les Serbes et les Bulgares, hélas. Mais en réalité, nous sommes les enfants d'Alexandre, nous sommes un peuple de l'Antiquité. Donc, nos références, c'est le soleil c'est le soleil d'Alexandre, et c'est alors quoi? Bon, on arrive forcément dans quelque chose qui est assez kitsch, parce que bah, non, en Macédoine du Nord, on parle pas l'ancien macédonien, bien évidemment, et la garde présidentielle porte des toges, mais enfin bon, c'est un petit peu kitschounet quand même, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça s'est traduit par un programme euh, monumental, urbanistique énorme, un programme néo-historiciste de création de bâtiments pseudo-antiques, pseudo-classiques, l'érection de statues gigantesques dans le centre de Skopje et des autres villes du pays, d'ailleurs pas seulement à Skopje, pour essayer de prouver une continuité entre la Macédoine de l'Antiquité et celle d'aujourd'hui. Bien évidemment, ça n'a pas plu du tout aux Grecs, ça n'a pas plu du tout aux Grecs, ce qui a durci le conflit du nom, qui a finalement été résolu par un accord conclu en 2018 entre les sociodémocrates revenus au pouvoir en Macédoine, c'était Zoran Zaev, et puis Alexis Tsipras, qui était à l'époque Premier ministre de Grèce. Au bout de 25 ans, on a trouvé ce compromis extraordinaire, c'est quand même génial, que personne n'y ait pensé avant, qu'il suffise d'appeler le pays Macédoine du Nord pour qu'il n'y ait plus de problème. Mais il a fallu 25 ans pour trouver cette idée de rajouter l'épithète du Nord à la Macédoine. Du coup, avec la Grèce, le conflit aujourd'hui est réglé, mais attention, il ne l'est pas avec la Bulgarie, puisque la Bulgarie menace toujours d'opposer son veto à l'intégration européenne de la Macédoine, tant que celle-ci n'aura pas accepté le fait que certains héros nationaux qui sont partagés par les deux pays, en fait, étaient bulgares et pas du tout macédoniens, et tant que la Macédoine du Nord continuera à évoquer l'occupation du pays par les unités bulgares pro-nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Donc la question est loin d'être réglée, encore une fois. Mais c'est, je dirais, voilà, en réalité, c'est cette position particulière de la Macédoine qui est au carrefour de plusieurs zones d'influence et qui est finalement un. Alors, l'idée de petit pays ou de petit peuple ne veut pas dire grand-chose. Le territoire de la Macédoine est beaucoup plus grand que celui du Monténégro, par exemple, et tout à fait comparable à celui de la Bosnie-Herzégovine. Donc, l'idée de taille n'est pas un critère utile, mais un pays qui a eu une construction étatique plus contrariée, plus difficile. Voilà, c'est comme ça que je dirais les choses, et donc qui est toujours l'objet de prétentions de la part de ses voisins. Dans le livre que vous évoquiez, là, cette Odyssée balkanique, il y a un beau chapitre sur Skopje qu'a réalisé mon collègue Laurent Gélin. Alors on le voit, il y a des usages de l'histoire fascinants. Du coup, je me demandais, évidemment c'était compliqué de généraliser à toute la région, mais qu'en est-il de l'histoire universitaire, de l'accès aux archives? Est-ce que faire de l'histoire savante académique, c'est simple dans ce contexte? La réponse ne vous surprendra pas, elle est négative. Non, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout parce que l'histoire est toujours très largement préemptée par les nationalistes dans tous les pays de la région. Alors, dans le même temps, il existe, je dirais, des contre-réseaux académiques qui collaborent entre eux. On peut penser à des historiens comme Tvrtko Jakovina à Zagreb, comme
plusieurs historiens importants à Belgrade, qui ont toujours conservé des cadres de dialogue, qui organisent des colloques, qui se réunissent, qui se retrouvent. Il y avait eu également, c'était une fondation grecque basée à Thessalonique, qui avait lancé au début des années 2000 un, une collection très importante de matériaux pour une histoire commune des Balkans à destination des profs, des enseignants du secondaire, des enseignants d'histoire du secondaire. Donc c'était vraiment une collecte de documents par période pour donner des matériaux sur l'histoire des Balkans, déclinés après dans toutes les langues, le grec, le serbe, le croate, l'albanais également, ou même le turc. Je crois qu'il y avait une version turque. Donc il y a des choses qui existent pour essayer de favoriser un dialogue académique, euh, mais c'est bien évidemment quelque chose qui reste minoritaire, très difficile. Euh, Cette thématique comment dire, de l'histoire savante et de l'enseignement de l'histoire, c'est des choses qu'on a beaucoup abordées au courrier des Balkans, parce que c'est un enjeu vraiment très important, pas seulement pour le coup dans les pays des Balkans, mais également auprès des diasporas. Par exemple, on avait fait une fois un webinaire avec un collègue historien suisse. Comment vous faites quand vous êtes prof de collège dans le canton de Vaud et que vous avez dans une classe de 30 élèves 5 Serbes, 4 Bosniaques et 3 Albanais? C'est loin d'être simple. Et donc, comment, y compris en diaspora, vous pouvez essayer de poser des points de référence sur ce qui pourrait être une histoire commune. Bien évidemment, les points de friction portent sur l'histoire récente, sur l'histoire des guerres des années 90, mais elles portent aussi sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et puis ce qu'on a évoqué montre qu'en réalité, sur des périodes beaucoup plus anciennes, tout peut être objet de débat. La mise en avant de certains héros nationaux, on a parlé d'Alexandre le Grand, est aussi toujours sujet de polémique à n'en plus finir. Vous avez par exemple le héros national albanais, Skanderbeg, qui par sa mère était apparenté à la famille monténégrine des Balšić. Donc, quand vous avez une statue de Skanderbeg qui est érigée à Ulcinj, dans le sud du Monténégro, est-ce que c'est un héros albanais? Les Monténégrins, certains vont s'indigner, d'autres vont se rassurer en disant mais non, en fait, en réalité, il était monténégrin. Donc ça montre bien comment ces héros peuvent être à la fois, pour le coup, aussi bien objet de polémique que, pourquoi pas, vecteur de réconciliation, puisque ces héros se sont de toute manière situés dans un contexte très national. Donc vouloir les nationaliser, c'est forcément faire un anachronisme, comme dans le cas de Skanderbeg. Euh, une toute dernière chose sur cette question, là où les choses sont particulièrement dramatique et parfois même tragicomique. C'est bien sûr le cas du Kosovo. Au Kosovo, vous avez deux systèmes d'éducation qui cohabitent, le système de Pristina et le système de Belgrade, ce qui veut dire que parfois à 500 mètres de distance, dans une école serbe et une école albanaise, les enfants vont pas apprendre non seulement la même histoire, mais vont même pas apprendre la même géographie, en ce sens qu'ils ne vont pas apprendre qu'ils vivent dans le même pays, tout en étant parfois situés à 500 mètres de distance. Donc voilà, on est là sur un cas peut-être un petit peu extrême, mais qui montre bien comment ces questions sont déterminantes pour toute la région. Alors évidemment, les Balkans, c'est une région de conflits mémoriels. Il y a plusieurs chapitres de votre livre. Je rappelle, hein, ces Balkans, Carrefour sous influence, en sans question avec Laurent Gélin, c'est très très bien parce que c'est vraiment sur le modèle voilà, de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Balkans à travers des questions très simples. Question 25, pourquoi Tito a rompu avec Staline? Question 21, la Yougoslavie royale était-elle une prison des peuples? Question 10, l'Albanie est-elle un modèle de coexistence religieuse, etc. etc. Et ce dans tous les domaine, pas seulement historique. Et s'il y a quelque chose qui m'intéresserait, c'est de vous montrer à travers certaines de ces questions que les Balkans, c'est une terre du ressassement sans fin du conflit ancien, du conflit médiéval avec les Ottomans, du conflit de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais c'est aussi, depuis un certain nombre d'années, un lieu de la nostalgie, et notamment de la yougo-nostalgie. Alors, c'est une autre facette de la mémoire historique, qui est plus seulement conflictuelle, qui est pas forcément plus juste, évidemment, historiquement, mais comment ça se développe, cette nostalgie pour un passé idéalisé, mythifié des Balkans? Vous me permettrez avant de vous répondre, de faire une petite, réagir un petit peu au premier aspect de votre question. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire que les Balkans sont une terre de ressassement. Parce que c'est vrai de tous les pays d'Europe, où on ressasse toujours le passé, enfin, je veux dire, nos ancêtres les Gaulois, ou tout ce que vous voulez, enfin, ce type de mythes nationaux, on les trouve dans tous les pays d'Europe et tous les pays du monde, d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a rien de particulier aux Balkans.
Ce qui est particulier, c'est que les frontières ayant connu des évolutions encore assez récentes, les choses sont moins stabilisées et les politiciens ont eu besoin, sur une période récente, d'utiliser de manière polémique ces référents historico-identitaires. Mais les éléments du cocktail sont pas particuliers aux Balkans. Il n'y a pas de fatalité d'un poids plus écrasant de l'histoire dans les Balkans qu'ailleurs. Ça, c'est une vision déformée qui rentre un petit peu dans les stéréotypes de la poudrière balkanique, etc. L'histoire des Balkans est pas a priori plus compliquée, plus lourde que l'histoire française ou l'histoire suisse. Euh, par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a aujourd'hui, je pense notamment au cas de la Serbie, mais c'est vrai aussi, le modèle, c'est un petit peu ce régime macédonien qui a mis des statues partout, cette logique historiciste, mais en réalité, d'un historicisme, je dirais, postmoderne et post-historique, où au lieu de travailler sur le passé réel de la région, on le réiffie en une sorte de Walt Disney généralisé. Et ça, c'était ce que faisait le régime macédonien du VMRO de Pomeroy, de Nikola Gruevski. C'est aussi ce que fait le régime serbe d'Aleksandar Vučić, qui à la fois continue à jouer de la carte du nationaliste tout en se positionnant comme étant post-nationaliste et en bradant son pays à tous les intérêts étrangers, notamment chinois aujourd'hui, parce que ce qui compte, c'est en réalité d'avoir une identité nationale réduite à quelque chose finalement de folklorique. Je pense que l'historicisme est par essence folklorisant, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans toutes ces sociétés néolibérales très déstructurées des pays des Balkans. Donc attention, les usages de l'histoire sont très manipulés, mais c'est pas forcément des sentiments très ancrés en profondeur dans les sociétés. Au contraire, l'histoire telle qu'elle est vécue par les populations des Balkans, et c'est quelque chose de très différent et de l'histoire académique et de l'histoire enseignée au lycée. C'est une histoire essentiellement familiale qui est transmise par une mémoire privée, et cette histoire regorge dans énormément de cas d'histoires, de dialogue, de solidarité intercommunautaire, parce que c'est la réalité des Balkans. C'est ce que l'on raconte partout en Voïvodine, qu'on a toujours vécu ensemble à plusieurs peuples, et que la règle de base de la politesse, dans des villes, mettons, où il y avait des Serbes, des Hongrois et des Allemands, c'était de s'adresser à son voisin dans sa langue, pour que lui vous réponde dans la vôtre. Ça, c'est le béaba de la bonne éducation. En Bosnie-Herzégovine ou au Kosovo, dans le nord du Monténégro, les histoires que l'on raconte, c'est des histoires de solidarité qui traversent la barrière confessionnelle entre chrétiens, catholiques ou orthodoxes, et musulmans. Voilà, donc c'est ça aussi l'histoire vécue et transmise par les récits familiaux qui constituent en réalité beaucoup plus que les discours académiques ou officiels, la culture dans laquelle baignent énormément de citoyens des Balkans encore aujourd'hui. Alors après, par contre, pour répondre à votre question, excusez-moi, tout de même, j'y reviens, sur la yougo-nostalgie. Alors, cette nostalgie du passé communiste, elle se traduit de manière différente selon les pays. Il y avait un très beau film, enfin un ensemble de courts-métrages de Cristian Mungiu, notamment en Roumanie, sur les contes de l'âge d'or, qui évoquait avec un mélange je dirais, de sympathie, d'empathie et de dérision l'époque communiste roumaine. Dans le cas de la Yougoslavie, on ne peut pas parler avec dérision de ce passé yougoslave. Alors, il y a des points communs à tous les pays. Des gens de 50, 60 ans, quand ils sont nostalgiques, ils sont d'abord nostalgiques de leur jeunesse, tout simplement. Ce qui est humainement très compréhensible. Mais après, cette nostalgie est aussi partagée par des gens qui n'ont pas connu la Yougoslavie, mais qui en ont entendu parler par leurs parents, leurs grands-parents. Et cette Yougoslavie apparaît de plus en plus, effectivement, comme un âge d'or. Alors pourquoi fondamentalement, parce que ce passé apparaît comme étant bien plus souhaitable qu'un présent très morose. On pourrait prendre tous les exemples. Je vais prendre le plus simple. Prenez le cas du passeport. Aujourd'hui, tous les pays des Balkans bénéficient de la libéralisation des visas dans l'espace Schengen. Mais le Kosovo n'en bénéficie que depuis le 1er janvier de cette année. C'est donc tout récent. Ce qui veut dire que durant des années, la liberté de circulation des citoyens des Balkans a été très entravée, très difficile. Et encore aujourd'hui, pour tous les autres pays, il leur faut des visas.
Par contre, le passeport yougoslave était un des passeports le plus cher, le plus prestigieux au monde, après le passeport suisse qui a toujours été hors catégorie, parce que c'était un des passeports qui se vendait le plus cher sur le marché de la contrebande, parce que ce passeport rouge yougoslave permettait de circuler sans visa, aussi bien dans les pays d'Europe occidentale que dans les pays socialistes, dans les pays de ce qu'on appelait le tiers-monde. Donc ça en faisait un des passeports les plus avantageux de la planète. Ça, c'est une réalité qui était bon le produit de l'histoire particulière du non-alignement, de cette position spécifique de la Yougoslavie. Euh, Ce que disent les gens, c'est une formule bien évidemment, c'est qu'en Yougoslavie, on avait à la fois les avantages du socialisme et ceux du capitalisme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on écoutait exactement les mêmes musiques, on regardait les mêmes films, à peu près en même temps à Belgrade, Zagreb, Ljubljana, qu'à Paris, Rome ou Berlin-Ouest. De ce point de vue-là, cette nostalgie est quelque chose de compréhensible. Alors, comment est-ce que la nostalgie peut devenir un phénomène politique aujourd'hui? De deux façons. Vous avez des manifestations, par exemple, les grandes batailles des partisans, notamment en Bosnie-Herzégovine, sont commémorées par c'est assez étonnant de voir ces cérémonies. Vous avez à la fois des vétérans qui sont de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés, bien évidemment, et puis vous avez des jeunes, éventuellement antifascistes ou d'autres réseaux qui viennent pour différentes raisons. Et je dirais ça, là pour le coup, c'est aussi un petit peu du folklore. C'est pas ça qui est déterminant. Après, il y a ces idées dont on parlait beaucoup au début des années 2010, l'idée d'une yougosphère, l'idée que les républiques post-yougoslaves avaient des intérêts communs et devaient essayer de trouver des manières de défendre ces intérêts communs, notamment économiques, mais aussi culturels, alors que le processus d'intégration européenne était déjà en train de marquer le pas. Aujourd'hui, on n'en parle plus tellement parce que la région va beaucoup plus mal qu'il y a 10 ans. Elle est encore beaucoup plus éloignée de l'intégration européenne qu'elle ne l'était à l'époque. Elle s'en éloigne en permanence malgré les discours officiels qui peuvent être tenus à ce sujet. Et puis surtout, la région est en train de se vider de sa population, de se vider de ses forces vives, ce qui caractérise les Balkans depuis 10 ans, depuis 2013-2014. Tous les pays de la région, la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, l'Albanie, que ces pays soient déjà membres de l'Union européenne ou qu'ils ne le soient pas encore, c'est l'exode. Alors un exode qui frappe aussi bien les gens très diplômés que les gens qui ont des compétences professionnelles. Ça va, si vous voulez, du neurochirurgien au plombier. Tout le monde part pour aller travailler. Alors, beaucoup en Allemagne, pas seulement, également à Dubaï ou à Shanghai ou au Canada. Bref, le monde est vaste et il y a partout pour des gens qui ont des bonnes compétences des possibilités de refaire sa vie. Du coup, vous avez aussi, euh, et c'est assez amusant de le constater, des Yougoslavies en exil qui se recréent. J'ai un ami qui est un écrivain d'origine bosnienne qui lui est né à Nouméa, donc qui est un bosno-calédonien, on va dire, mais qui me raconte comment, depuis quelques années, il y a toute une petite société post-yougoslave qui s'est recréée en Nouvelle-Calédonie, avec des gens qui sont arrivés de différents pays au cours des dernières années et qui, soit serbes, croates, bosniaques ou monténégrins, se retrouvent ensemble. Dans le livre sur cette odyssée balkanique, on part pour le coup de Vienne. Vienne, qu'on présente souvent comme la seconde ville yougoslave au monde, après Belgrade. C'est contesté par Vancouver au Canada. Enfin bon, on va pas rentrer dans un top 5. Mais à Vienne, vous avez effectivement énormément de communautés de Gastarbeitern, de travailleurs hauts, de travailleurs immigrés, donc arrivés dans les années 60, 70 en Autriche. Et ce qui caractérisait l'Autriche, c'était l'importance des clubs yougoslaves. On faisait à la fois des cours de langue, du théâtre, du foot, du basket, tout ce que vous voulez. Et ces clubs yougoslaves, notamment à Vienne, faisaient partie du système social de Vienne-la-Rouge, de distribution des logements sociaux, de contrôle également du Parti social-démocrate. Il y avait une sorte de cogestion par l'ambassade de Yougoslavie et le Parti social-démocrate autrichien de ces clubs yougoslaves. Et ça se passait du coup très très bien. Après l'éclatement, quid? Alors certains clubs sont devenus des clubs croates, d'autres des clubs serbes, mais vous avez toujours à Vienne des clubs qui disent non, non, nous on est resté yougoslave. Donc vous avez aussi une Yougoslavie, euh, comment dire, des îlots de Yougoslavie qui survivent alors que le pays lui-même n'existe plus. C'est assez paradoxal. Euh, Ça avait commencé lors du mouvement social très important des plénums, une sorte de révolution sociale avortée en Bosnie-Herzégovine en 2014, où à Vienne, des ressortissants de toute l'ancienne Yougoslavie se sont rassemblés pour chanter des chansons de partisans. Donc c'est toujours cette mémoire qui permet devant l'ambassade de Bosnie. C'est cette mémoire qui est toujours
potentiellement une force agissante, même si le pays lui-même aujourd'hui est la proie d'oligarchies nationalistes et que ça soit en Serbie ou dans les autres pays de la région. Merci beaucoup Jean-Arnaud Derens, je rappelle les titres des 2 livres dont on a parlé directement ou indirectement aujourd'hui, donc avec Laurent Gélin, Les Balkans, Carrefour sous influence en 100 questions aux éditions Talendier, et puis Balkans dans la collection Odyssée Ville Portrait aux éditions de l'ENS avec Benoît Goffin. Voilà, on pourrait continuer à parler très longtemps, on aura peut-être l'occasion de le refaire. Je rappelle aussi que on avait discuté ensemble de Tintin dans les Balkans, des Balkans imaginaires, hein, toujours on est au cœur de cette construction, dans l'épisode 134 du podcast, et on vous retrouve évidemment en ligne, notamment sur le Courrier des Balkans. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.